de l'air ambiant, aucune contamination, donc vous avez un air exempt d'aluminium. C'est dans ce laboratoire qu'ils ont fait leur première découverte inquiétante en analysant ces échantillons de sang et d'urine de malades. C'est ici qu'en 2004, vous avez découvert un cas exceptionnel. Un cas exceptionnel où tout a basculé sur le passage transcutané d'aluminium. Tout a basculé en 2004, tout a été remis en question. Cette année-là, une patiente lui décrit des symptômes de fatigue et de douleurs intenses, mais aucun médecin n'arrive à comprendre. À ce moment-là, nous avons dosé ici, dans cette salle blanche, l'aluminium, et lorsqu'on m'a dit le taux, Annie Marot est venue me voir, la technicienne, et m'a dit, regarde, elle a 105 microgrammes litre, ce sont des taux énormes, par rapport aux témoins, par exemple, c'est 2 ou 3 microgrammes litre. Donc, on s'est un petit peu affolé quand même. Pendant un an, l'équipe d'Olivier Guillard mène l'enquête. Elle finit par trouver la cause de cette intoxication à l'aluminium chez leur patiente. Donc ici, de janvier 1999 à janvier 2003, ça veut dire pendant 4 ans, elle s'est mis cette crème d'antitranspirant à base d'aluminium. Et croyez-moi, d'après ce qu'elle me disait, elle en mettait matin et soir sur une peau rasée. À ce moment-là, voyant le taux d'aluminium dans le sang, je lui ai dit d'arrêter, ici on voit bien antiperspirant stop, d'arrêter les antiperspirants, et à ce moment-là, le taux, c'est très significatif, est revenu seulement au bout de 8 mois, le taux normal d'aluminium. Pour les deux scientifiques, c'est une révélation. L'aluminium contenu dans les antitranspirants passerait la barrière de la peau et intoxiquerait ses utilisateurs. Pendant un an, ils vont tester une dizaine d'antitranspirants sur des échantillons de peau humaine déposés à la surface de cette petite fiole. On va déposer à la surface de la peau le produit que l'on veut tester. L'aluminium contenu dans l'antitranspirant passe à travers la peau et se déverse dans ce liquide jaune. Selon la peau des personnes, ce liquide va contenir plus ou moins d'aluminium. L'aluminium contenu dans les antitranspirants appliqué sur peau saine est retenu en très faible quantité au niveau de la couche cornée. Par contre, sur peau lésée, ce qui est fréquent sur la personne qui va se raser régulièrement, la quantité qui pénètre est multipliée par 6, ce qui devient important et peut entraîner des pathologies telles que le cas clinique que nous avons observé sur Poitiers. Les chercheurs de Poitiers ne sont pas les seuls à s'inquiéter des effets toxiques des antitranspirants. En Angleterre, Philippe Adarbre mène depuis 2003 des recherches sur les cosmétiques et le cancer du sein. Ses conclusions sont terribles. Nous suggérons que les cosmétiques peuvent être une cause de cancer du sein à cause des substances chimiques qu'ils contiennent et qui sont appliquées directement dans la zone adjacente au sein. Le cancer du sein survient fréquemment dans le cadran supérieur externe du sein, cette zone où sont appliqués les cosmétiques. Après la publication de ces recherches, les industriels des cosmétiques ont réagi et ont créé de nouveaux produits pour donner le choix aux consommateurs. C'est vrai que depuis ce cas clinique, où tout a été déclenché, tout a basculé, les industriels ont commencé à avoir peur, ont douté, et c'est vrai que certains ne mettent plus de sel d'aluminium. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres où il y a toujours des traces d'aluminium. Ça vous choque, vous, ça? Ce qui n'est pas utile ou qui peut créer des problèmes, il faut le retirer. Donc dans le cas présent, l'aluminium, il est souhaitable, largement, qu'il soit remplacé par des éléments moins nocifs ou pas nocifs du tout. Aujourd'hui, 3/4 des antitranspirants contiennent toujours des sels d'aluminium. Nous avons voulu comprendre pourquoi, mais les leaders du secteur, comme Unilever, L'Oréal ou Sanex, n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Désormais, les consommateurs peuvent éviter l'aluminium dans leur déodorant, mais ils n'ont toujours pas accès à des vaccins sans danger. Ces vaccins existaient pourtant, les laboratoires Pasteur les avaient inventés. Mais curieusement, ils ont été supprimés. 1952, c'est l'année de la première vaccination contre la poliomyélite, une maladie qui fait des ravages dans la population française.
À la fin des années 50, pour la polio, comme pour la diphtérie ou le tétanos, les médecins ont le choix entre les vaccins à l'aluminium et les vaccins IPAD. Dans les IPAD, l'aluminium est remplacé par le phosphate de calcium, un composant inoffensif pour le corps humain. C'est un ancien scientifique de Pasteur, le professeur Edgar Eliveld, qui a inventé ce vaccin au phosphate de calcium. C'est un constituant naturel du corps humain. Donc tout le monde l'a dans les os, sous une forme ou autre. Donc c'est pas toxique, c'est bien supporté et c'est donc de qualité supérieure que, pour moi, de l'aluminium. À partir des années 70, l'Institut Pasteur décide de produire à grande échelle les vaccins IPAD sans aluminium. Mais en 1984, un événement va bouleverser l'organisation de Pasteur. Le célèbre institut fusionne avec un géant de la fabrication de vaccins, l'Institut Mérieux. Pasteur, Mérieux, désormais même combat. Les deux instituts de recherche ont décidé d'unir leurs efforts. Ils ont signé hier un accord de collaboration. Pasteur-Mérieux devient, après le groupe américain Merck, le deuxième producteur mondial de vaccins. La nouvelle direction stoppe la production des vaccins inoffensifs au phosphate de calcium pour produire uniquement des vaccins à l'aluminium. Pour les chercheurs de Pasteur, cette décision est scandaleuse. D'autant que certaines études démontrent déjà que l'aluminium stimule la production d'IgE, autrement dit favorise les réactions allergiques. Dans un courrier, le professeur Léry, le patron de notre témoin, alerte le ministère de la Santé de l'époque. Cette lettre, le professeur Eliveld l'a précieusement conservée. C'est un retrait du marché particulièrement dommageable, et ceci à plusieurs égards. Les publications portant sur les effets toxiques de l'aluminium sont de plus en plus nombreuses, poursuit le professeur Léry. Cet élément pousse à préférer des produits avec un autre sel minéral, comme le calcium. Le ministère de la Santé ne donnera jamais suite à ce cri d'alarme des chercheurs. Je suis convaincu, comme le dit le professeur Léry, que c'est une erreur considérable d'avoir retiré du marché les vaccins sur phosphate de calcium. Vous étiez en colère ? Moi, j'étais dépassé, je ne pouvais rien faire. C'est pas moi qui décide. C'est la direction de Pasteur qui décide. La colère des chercheurs de Pasteur n'a rien changé et l'immense majorité des vaccins contient toujours de l'aluminium. Cela ne pose apparemment pas de problème de conscience à ceux qui ont opté pour cette formule tout risque. Marc Girard était directeur scientifique de Pasteur Vaccins au moment de la polémique. Il reconnaît que la décision d'arrêter les vaccins au phosphate de calcium est un choix avant tout industriel. Avec l'arrivée de Mérieux, si vous voulez, les choses sont devenues beaucoup plus professionnelles. C'était des professionnels, c'était des industriels. C'est là où, dans un souci de rationalisation, l'Institut Mérieux a dit, écoutez, on laisse tomber le phosphate de calcium, tout le monde fait de l'hydroxyde d'aluminium. Pourquoi un souci de rationalisation? Parce que dans une industrie, c'est toujours plus compliqué d'avoir différents produits qu'il faut mélanger, pas mélanger, éviter de mélanger, etc. C'est plus simple d'avoir une ligne unique. Et comme la ligne unique était celle de tous les autres fabricants de vaccins à l'époque, donc c'était un peu normal de se tourner vers l'hydroxyde d'aluminium. Cette vision industrielle, Marc Girard continue de la défendre, même lorsque nous lui parlons des malades de la myofasciite à macrophages. Soyons clairs, par rapport aux milliers de millions de doses de vaccins qui sont utilisées dans le monde, ça représente un nombre infime. C'est 3 patients à Créteil ou je ne sais pas quoi. 1000 patients en France. 1000 patients en France. Mais non, c'est pas qu'on les sacrifie. Je suis en train d'essayer de vous montrer que le tout n'est pas de se concentrer sur le pauvre clochard qui est malheureux, mais qu'il y a aussi le reste de la communauté. Ce pauvre clochard, ce sont des centaines de malades sacrifiés par l'industrie pharmaceutique. Marc Girard va finir par reconnaître cet excès de cynisme. C'est vrai, votre réaction est tout à fait bien,
Il faudrait faire quelque chose pour ça, et c'est un problème sur lequel on ne se penche pas, c'est vrai, je le reconnais, tout à fait. Il faudrait se pencher dessus. Aujourd'hui, qui se préoccupe vraiment des 1000 malades français de la myofasciite à macrophages? Il existe une autorité chargée de veiller sur notre sécurité sanitaire, l'AFSAPS, l'agence française qui contrôle la sécurité de nos médicaments. Nous avons souhaité connaître sa position sur ce drame. Pour Jean-Hugues Trouvin, le conseiller scientifique du président, la myofasciite à macrophages ne concernerait que 500 malades, encore une quantité négligeable. Nous avons moins de 500 cas qui nous ont été, en tout cas, notifiés et qui sont répertoriés. Alors admettons 500 cas, est-ce que c'est pas suffisant pour vous alerter? Les 500 cas, encore une fois, sont aujourd'hui analysés, nous alertent, ça c'est tout à fait évident, puisque nous continuons à travailler, nous cherchons à mettre en évidence une relation possible entre le vaccin et la pathologie qui nous est déclarée. Nous avons, depuis 20 ans, 30 ans que ces vaccins existent, un excellent, ce que l'on appelle, profil de sécurité au regard de ces vaccins. Pour l'instant, l'Agence de sécurité sanitaire ne souhaite pas remettre en cause les vaccins à l'aluminium. En attendant, des familles souffrent et vivent dans l'angoisse. Yann et Sabrina Chevalier ont une grande peur, que leurs enfants attrapent la myofasciite à macrophages comme leur père. Je ne peux pas faire vacciner ma fille, elle a un rappel, je ne peux pas la faire vacciner. Parce qu'il n'y a pas de vaccin sans adjuvant. Notamment l'hydroxyde d'aluminium. Donc c'est assez compliqué. Le professeur nous a dit que ça pouvait être génétique. Donc le fait de ne pas éliminer l'hydroxyde d'aluminium, le fait que ça se fixe sur les muscles, et voilà. Ça, oui. Apparemment, ça serait génétique. J'ai fait pour les vacciner. Océane a 13 ans. Elle doit recevoir le rappel du DTP, un vaccin obligatoire pour vivre en collectivité. L'an passé, en 4e, elle a été convoquée à l'école parce que son carnet de vaccination n'était pas à jour. Je suis allée là-bas et on m'a dit qu'on m'a donné un papier comme quoi il fallait que je fasse tous mes vaccins, tous mes rappels, etc. Et ma mère, elle a écrit en haut comme quoi je pouvais pas parce que suite à la maladie de mon père, je pouvais pas parce que c'était peut-être génétique. Et non, il fallait faire le rappel. Donc, du coup, j'ai eu peur de ne plus pouvoir aller à l'école. Océane est dans l'impasse. Avec le vaccin, elle peut contracter la myofasciite à macrophages. Sans vaccin, elle risque d'attraper la diphtérie, le tétanos ou la polio. Il y a 3 ans, il existait encore une solution, un DTP sans aluminium.